Vous savez ce qu'on m'a dit la semaine dernière dans mon cabinet, une patiente de 52 ans, les larmes aux yeux. Docteur André, je crois que je suis trop vieille pour l'amour. Trop vieille. À 52 ans, j'ai failli tomber de ma chaise et puis j'ai réalisé quelque chose. C'est pas elle qui est folle, c'est notre société entière qui a perdu la tête sur cette question. Alors aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi l'amour après 40 ans est effectivement impossible. Impossible comme on nous l'a fait croire. Parce que la vérité, mes amis, c'est exactement l'inverse. Restez jusqu'à la fin, je vous promets une révélation clinique qui va faire exploser tous les mythes romantiques qu'on vous a vendus. Et avant d'aller plus loin, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà pensé qu'il était trop tard pour vous? Abonnez-vous maintenant parce que ce que je vais partager aujourd'hui pourrait bien changer votre vie amoureuse pour toujours. Commençons par le commencement. Dans mon travail de thérapeute cognitif comportemental, j'ai vu défiler des centaines de femmes, des milliers même, qui arrivent dans mon bureau avec cette idée toxique plantée dans le crâne. Après 40 ans, le marché de l'amour est fermé. Fermé. Comme si on parlait d'un supermarché avec des horaires d'ouverture. Désolé, madame, l'amour ferme à 10 à 8 heures, revenez demain. Ah non, pardon, vous avez passé la quarantaine, ne revenez jamais. C'est absurde, mais c'est ce qu'on vous fait croire. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Françoise. 47 ans, divorcée après 23 ans de mariage. Elle débarque chez moi il y a 3 ans, persuadée que sa vie amoureuse était derrière elle. Christophe, elle me dit, mes patients m'appellent par mon prénom, ça crée une proximité nécessaire. Les hommes de mon âge veulent des femmes de 30 ans. Les jeunes ne me regardent même pas. Et moi, je ne veux pas me rabaisser à chercher désespérément. Vous voyez le piège mental? Elle avait intériorisé 3 croyances toxiques en une seule phrase. Première croyance, les hommes ont tous les mêmes désirs standardisés. Faux. Deuxième croyance, chercher l'amour activement, c'est se rabaisser. Refaux. Troisième croyance, elle n'avait plus rien à offrir. Archi faux. 3 ans plus tard, Françoise vit une relation magnifique avec un homme de 50 et 1 an qui, devinez quoi, cherchait exactement une femme avec de la maturité émotionnelle. Pas une gamine qui devrait éduquer sentimentalement. Une partenaire. Une égale. Quelqu'un qui sait qui elle est. Mais entrons dans le vif du sujet. Pourquoi cette idée pernicieuse que l'amour devient impossible après 40 ans s'est-elle ancrée si profondément? Les raisons sont multiples et je vais les décortiquer une par une, sans filtre, comme j'ai l'habitude de le faire. Parce que moi, voyez-vous, je ne suis pas là pour vous raconter des contes de fées, je suis là pour vous donner la vérité scientifique, clinique, et vous armer intellectuellement contre les mensonges culturels. Premier coupable, le marketing et les médias. Ouvrez n'importe quel magazine féminin, allumez la télévision, scrollez sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous voyez? Des histoires d'amour entre jeunes gens de 25 ans, maximum 35. Les publicités pour les sites de rencontres montrent des couples éclatants, bronzés, minces, jeunes. Jamais vous ne verrez une campagne massive célébrant une femme de 58 ans tombant amoureuse. Pourquoi? Parce que le jeunisme vend. La jeunesse est un produit commercial. Et en vous faisant croire que vous êtes périmé après 40 ans, on vous pousse vers toute une industrie anti-âge, chirurgie esthétique, produits miracles. Si vous vous sentiez bien dans votre peau, confiant, désirable à 50 ans, tout ce marché s'effondrerait. Mais c'est pas tout. Il y a aussi ce que j'appelle le biais de disponibilité cognitive. C'est un terme technique, mais restez avec moi, c'est fascinant. Notre cerveau fonctionne avec des raccourcis mentaux. Quand vous voyez constamment des représentations médiatiques de l'amour jeune, votre cerveau enregistre l'amour égale jeunesse. C'est automatique, inconscient, et puis quand vous cherchez des exemples d'amour après 40 ans dans votre mémoire, vous n'en trouvez presque pas, parce qu'on ne vous en a jamais montré. C'est un cercle vicieux. Absence de représentation entraîne absence de possibilités imaginées, et ce que vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas le créer. Deuxième coupable, et celui-là va vous surprendre, l'évolution biologique mal interprétée. Oui, je vais parler de biologie, mais pas comme vous l'attendez.
On entend souvent ce discours, biologiquement, les hommes cherchent des femmes jeunes et fertiles pour assurer leur descendance. C'est la théorie évolutionniste basique, celle qu'on sort à toutes les sauces pour justifier n'importe quel comportement masculin. Le problème, c'est une vision réductrice de l'être humain. Nous ne sommes pas des animaux guidés uniquement par nos instincts reproductifs. Nous avons un cortex préfrontal extraordinairement développé, capable de choix conscients, de valeurs, d'attachements émotionnels, qui transcendent la simple reproduction. D'ailleurs, parlons-en de cette fameuse fertilité. Oui, la capacité reproductive d'une femme diminue avec l'âge. C'est un fait biologique incontestable. Mais devinez quoi? La majorité des hommes de 45, 50, 60 ans ne cherchent plus à avoir des enfants. Ils en ont déjà, ou ils ont fait le choix de ne pas en avoir, ou cette époque de leur vie est révolue. Donc cet argument de la fertilité, complètement obsolète pour la plupart des relations amoureuses après 40 ans. Pourtant, il continue à hanter l'imaginaire collectif comme un zombie qui refuse de mourir, ce qui m'amène à un point crucial. Qu'est-ce que les gens cherchent vraiment dans une relation après 40 ans? Parce que c'est là que tout change, mes amis. À 20 ans, on cherche la passion, l'excitation, l'aventure, souvent avec une bonne dose d'inconscience. À 30 ans, on construit, on fonde, on stabilise, mais à 40, 50, 60 ans, on cherche quelque chose de beaucoup plus profond, la compatibilité réelle, l'intimité authentique, le partenariat adulte, et ça, croyez-moi, c'est infiniment plus difficile à trouver chez une personne de 25 ans qu'avec quelqu'un qui a vécu, qui a souffert, qui s'est reconstruit, qui se connaît. Laissez-moi vous parler de la neuroplasticité. C'est cette capacité extraordinaire de notre cerveau à se remodeler, à créer de nouvelles connexions neuronales tout au long de notre vie. Contrairement à ce qu'on pensait il y a encore 30 ans, notre cerveau n'est pas figé après l'adolescence. Il continue d'apprendre, de s'adapter, de grandir. Savez-vous ce que cela signifie pour l'amour? Que vous pouvez, à tout moment de votre vie, créer de nouveaux patterns amoureux, désapprendre des comportements toxiques, construire des relations plus saines. Votre cerveau de 50 ans est parfaitement capable de tomber amoureux, de créer des liens d'attachement, de vivre la passion. La seule différence, vous avez maintenant les outils cognitifs pour le faire intelligemment. Parce que oui, parlons-en de l'amour intelligent, ce que j'appelle l'amour rationnel. Beaucoup de gens pensent que rationalité et amour sont antinomiques. Quelle erreur monumentale. L'amour rationnel, ce n'est pas un amour froid, calculateur, sans émotion. C'est un amour qui intègre l'émotion, la raison. C'est reconnaître le coup de foudre tout en se demandant est-ce que cette personne partage mes valeurs? C'est sentir l'attraction physique tout en observant comment traitent-elles les serveurs au restaurant. C'est vivre la passion tout en maintenant son individualité, ses amitiés, ses projets personnels. Et devinez à quel âge on est le plus capable de cet amour rationnel, exactement après 40 ans, parce que on a vécu assez longtemps pour reconnaître les red flags, les drapeaux rouges de la toxicité relationnelle. On a expérimenté assez de relations pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On a une perspective temporelle. On sait que l'euphorie des premiers mois n'est pas toute la relation, que la vraie question est qui sera cette personne dans la routine, dans les conflits, dans les moments difficiles. J'ai une patiente, appelons-la Marie-Claude, 62 ans. Elle me dit un jour, Christophe, j'ai compris quelque chose. À 25 ans, je tombais amoureuse d'un sourire, d'une mèche de cheveux, d'une phrase bien tournée. Aujourd'hui, je tombe amoureuse de la façon dont un homme écoute vraiment quand je parle, de sa capacité à s'excuser sincèrement, de son respect pour mon autonomie. Voilà la différence. L'amour après 40 ans est plus profond, plus authentique, plus solide. Il se construit sur du béton, pas sur du sable.
Mais attention, je ne vais pas vous faire croire que tout est rose. Il y a des défis spécifiques à l'amour après 40 ans et je serais malhonnête de ne pas les aborder. Premier défi, les bagages émotionnels. À cet âge, rares sont ceux qui n'ont pas d'histoire. Divorce, deuil, trahison, désillusion. Ces expériences laissent des traces. Le truc, c'est que ces traces peuvent être soit des cicatrices qui vous fragilisent, soit des enseignements qui vous fortifient. Tout dépend du travail que vous avez fait sur vous-même. C'est là qu'intervient ce que j'appelle l'hygiène émotionnelle. Vous vous brossez les dents tous les jours, n'est-ce pas? Vous prenez soin de votre corps. Mais combien d'entre vous prennent soin activement de leur santé mentale? Faire le deuil de ces anciennes relations, pardonner pas forcément à l'autre, mais à soi-même, identifier ces schémas répétitifs toxiques, travailler sur ces blessures d'attachement, c'est ça, l'hygiène émotionnelle. Et sans elle, vous traînerez vos bagages non résolus dans chaque nouvelle relation, sabotant systématiquement vos chances de bonheur. Un exercice que je donne souvent, prenez une feuille de papier, tracez une ligne au milieu verticalement, à gauche, listez tous les comportements que vous avez détestés chez vos ex-partenaires, vraiment tous. Prenez votre temps. À droite maintenant, en toute honnêteté, notez lesquels de ces comportements vous avez vous-même manifestés, peu, être différemment, mais fondamentalement similaires. Cette prise de conscience est souvent douloureuse, mais c'est elle qui vous libère. Parce que si vous ne comprenez pas votre propre rôle dans l'échec de vos relations passées, vous êtes condamné à répéter les mêmes erreurs. Deuxième défi, les enfants et les ex. Rares sont les personnes de plus de 40 ans qui entament une nouvelle relation sans avoir un ex quelque part dans le décor, souvent des enfants. C'est un package deal, comme disent les Américains, et cela demande une maturité émotionnelle considérable. Accepter les enfants de l'autre, naviguer dans les relations avec les ex-conjoints, gérer les dynamiques familiales complexes, ce n'est pas simple. Mais là encore, c'est une question de perspective. Ces complications sont aussi des preuves de vie vécue, de responsabilité assumée, de capacité à maintenir des liens même après la fin d'une relation amoureuse. J'ai vu des couples magnifiques se former après 40 ans, précisément parce qu'ils avaient cette maturité pour gérer ces complexités. Un homme qui reste un père présent et respectueux avec son ex-femme pour le bien de ses enfants, c'est pas un boulet. C'est un homme qui montre sa capacité à l'engagement, au respect, à mettre l'ego de côté, une qualité rare et précieuse. Troisième défi, la peur. Oui, la peur. À 20 ans, on se lance dans l'amour avec une insouciance magnifique. On n'a pas encore vraiment souffert, on croit en l'éternité, on a cette immortalité psychologique de la jeunesse. Mais après 40 ans, après avoir vécu des ruptures, des trahisons, des deuils, on sait que l'amour peut faire mal, très mal. Alors on hésite, on se protège, on érige des murs défensifs. C'est une réaction normale, logique même. Le problème, ces murs qui vous protègent de la souffrance vous protègent aussi de l'amour. C'est le paradoxe de la vulnérabilité. Pour aimer vraiment profondément, il faut accepter d'être vulnérable. Il faut accepter le risque de souffrir à nouveau. Et ça, mes amis, c'est un acte de courage extraordinaire après 40 ans. Pas de naïveté, de courage. Courage informé, conscient des risques, mais courage quand même. Parce que l'alternative, c'est quoi? Rester seul, enfermé dans sa forteresse, en sécurité mais isolé, peut être pour certaines, c'est le choix qui convient et c'est respectable, mais si vous désirez l'amour, vous devez accepter de baisser le pont-levis de temps en temps. Parlons maintenant des changements physiologiques. Oui, le corps change avec l'âge, c'est un fait. La ménopause pour les femmes apporte son lot de transformations. Changements hormonaux, modification de la libido, transformations physiques, et notre société nous a conditionnés à voir ces changements comme une déchéance, une perte de féminité. Quelle absurdité! La féminité n'est pas une question d'hormones ou de capacité reproductive. C'est une énergie, une présence, une manière d'être au monde. D'ailleurs, parlons sexualité, parce que c'est souvent l'éléphant dans la pièce quand on parle d'amour après 40 ans.
Beaucoup de femmes intériorisent l'idée qu'elles deviennent sexuées après la ménopause. Les hommes, de leur côté, peuvent développer des angoisses de performance. Résultat, on évite le sujet, on se retire de la sphère amoureuse. Erreur magistrale. La sexualité après 40, 50, 60 ans peut être extraordinaire. Différente, certes, moins spontanée peut être, nécessitant plus de communication, mais aussi plus intime, plus complice, libérée des pressions reproductives et des complexes de jeunesse. Une de mes patientes de 57 ans m'a confié: je n'ai jamais eu une vie sexuelle aussi épanouie. Mon mari et moi communiquons vraiment sur nos désirs. Il n'y a plus de fausse pudeur, plus de jeu de pouvoir, juste du plaisir partagé et de la tendresse. Voilà la réalité que personne ne vous montre dans les médias. La sexualité mature, consciente, généreuse. Alors revenons à notre question initiale. Pourquoi l'amour après 40 ans est-il impossible? Écoutez-moi bien, l'amour après 40 ans n'est pas impossible. Il est différent. Et cette différence est une richesse, pas une perte. Mais pour en profiter, il faut déconstruire activement les mythes toxiques qui ont été implantés dans votre esprit depuis des décennies. Mythe numéro 1, l'amour doit ressembler à ce qu'il était à 20 ans. Les papillons dans le ventre, l'obsession, l'intensité dévorante, faux. L'amour mature est plus calme, plus stable, plus profond. Ce n'est pas moins intense, c'est différemment intense. L'intensité n'est plus dans la montagne russe émotionnelle, elle est dans la connexion profonde, dans la compréhension mutuelle, dans cette sensation d'être vraiment vue, comprise, acceptée. Mythe numéro 2, vous devez mériter l'amour en correspondant à certains critères physiques, poids idéal, apparence jeune, etc. Refaux. L'amour authentique ne se mérite pas, il se partage et il se base sur bien plus que l'apparence physique. Oui, l'attraction physique compte, je ne vais pas vous mentir, mais après 40 ans, les gens qui cherchent des relations sérieuses savent que l'attraction physique seule ne suffit pas. Ils cherchent la compatibilité émotionnelle, intellectuelle, les valeurs partagées. Mythe numéro 3, si vous n'avez pas trouvé l'amour avant 40 ans, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Triple faux. Le timing de l'amour n'a rien à voir avec votre valeur personnelle. Vous avez peu être consacré vos 20 et 30 ans à votre carrière, à élever vos enfants, à vous reconstruire après un divorce, ou peu être n'avez-vous tout simplement pas rencontré la bonne personne. Rien de tout cela ne dit quoi que ce soit sur votre désirabilité ou votre capacité à être aimé. Vous savez, ce qui me frappe le plus dans mon travail, c'est de voir combien de femmes brillantes, accomplies, magnifiques se sous-estiment terriblement. Elles ont réussi professionnellement, élevé des enfants formidables, traversé des épreuves avec dignité, mais elles se croient trop vieilles pour l'amour. Si je pouvais leur transmettre une seule chose, ce serait celle-ci. Vous êtes au sommet de votre puissance personnelle. Vous vous connaissez enfin. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Vous n'avez plus besoin de plaire à tout le monde. Cette liberté, cette clarté, cette force, c'est infiniment plus séduisant que n'importe quelle jeunesse. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sylvie. 54 ans, célibataire depuis 7 ans après un divorce difficile, elle avait complètement fermé la porte à l'amour. Je suis bien toute seule, elle me répétait. Et c'était partiellement vrai. Elle avait construit une vie riche, travail épanouissant, amitié solide, voyage, hobby, mais au fond, il y avait un manque, un désir de partage, d'intimité, de complicité amoureuse, sauf qu'elle s'interdisait même d'y penser, convaincue que ce n'était plus pour elle. Notre travail ensemble a consisté à identifier et démonter un par un les schémas cognitifs toxiques qu'elle avait développés. Les hommes de mon âge sont tous mariés ou pris. Vérification des faits, faux. Statistiquement, des millions d'hommes de plus de 50 ans sont célibataires, divorcés ou veufs. Je n'ai plus le physique pour séduire. Vérification, qui décide de ce qu'est un physique séduisant? Elle projetait ses propres insécurités sur des critères imaginaires. À quoi bon de toute façon? A, le nihilisme défensif. Quand on a peur d'essayer,
on prétend que ça n'a pas d'importance. Progressivement, Sylvie a commencé à s'ouvrir à la possibilité de l'amour. Pas de manière désespérée, mais avec curiosité. Elle s'est inscrite sur une application de rencontre pour les plus de 50 ans. Elle a accepté les invitations de sortie. Elle a laissé tomber le perfectionnisme paralysant. Et devinez quoi? 6 mois plus tard, elle a rencontré Philippe. Pas un prince charmant parfait sorti d'un conte de fées, un homme réel, avec ses propres bagages, ses propres cicatrices, mais un homme bon, attentionné, qui cherchait exactement ce qu'elle offrait, une relation adulte basée sur le respect et la complicité. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Sylvie rayonne. Elle me dit souvent, Christophe, je n'aurais jamais pu vivre cette relation à 30 ans, je n'étais pas prête, je ne me connaissais pas assez. Je n'avais pas cette clarté sur mes besoins. Voilà ce que l'âge apporte, la clarté. Et la clarté est sexy, la clarté est puissante. La clarté construit des relations solides. Mais parlons des aspects pratiques maintenant. Comment fait-on pour rencontrer quelqu'un après 40 ans? Parce que c'est une question légitime. Les lieux de rencontre traditionnels de la jeunesse, bars, boîtes de nuit, fêtes estudiantines, ne sont plus forcément appropriés ou attractifs. Alors où? Comment? Première réponse, là où vous êtes déjà. Vos cercles sociaux existants, vos activités, vos passions. Rejoignez un club de randonnée, un atelier de peinture, un groupe de lecture, des cours de danse, pas spécifiquement pour rencontrer quelqu'un, mais parce que vous vivez votre vie pleinement. Les rencontres arrivent souvent quand on ne les cherche pas désespérément, et surtout, ces contextes permettent de rencontrer des gens qui partagent vos intérêts, ce qui est une base infiniment plus solide qu'un like sur une photo. Deuxième réponse, oui, les applications de rencontres. Je sais, il y a une résistance. C'est superficiel, c'est pour les jeunes, c'est embarrassant. Écoutez, enlevez-vous ces idées de la tête. Les applications de rencontres pour seniors explosent en popularité. Des millions de personnes les utilisent. C'est juste un outil, ni bon ni mauvais en soi. L'important, c'est comment vous l'utilisez. Soyez authentique dans votre profil. Pas de photos datant de 20 ans. Pas de mensonges sur votre âge. Assumez qui vous êtes. Les bonnes personnes seront attirées par votre authenticité. Troisième réponse, votre réseau social, amis, collègues, famille. Laissez les gens savoir subtilement que vous êtes ouverte à rencontrer quelqu'un. Beaucoup de belles histoires commencent par un ami m'a présenté. Il n'y a aucune honte à accepter l'aide de votre entourage. Mais attention, et c'est crucial, rencontrer quelqu'un n'est que la première étape. Ce qui compte vraiment, c'est comment vous construisez la relation ensuite. Et là, il y a des pièges spécifiques à éviter après 40 ans. Piège numéro 1, la fusion rapide. Vous êtes seul depuis longtemps, vous rencontrez enfin quelqu'un qui vous plaît, et hop, vous fusionnez instantanément. Vous passez tout votre temps ensemble, vous abandonnez vos activités, vos amis. Grosse erreur, même à 50 ans, même à 60 ans, l'individualité est essentielle. Une relation saine, c'est 2 personnes entières qui choisissent de partager une partie de leur vie, pas 2 moitiés qui se complètent. Si vous n'existez qu'à travers l'autre, que se passera-t-il si la relation se termine? Piège numéro 2, la comparaison avec les ex. Mon ex faisait ça mieux, mon ex n'était pas comme ça. Stop. Cette personne n'est pas votre ex. Chaque relation est unique. Si vous voulez que cette nouvelle relation fonctionne, vous devez la laisser exister pour elle-même sans la comparer constamment au passé. D'ailleurs, si votre ex était si formidable, vous seriez toujours ensemble? Non. Il y a eu rupture pour de bonnes raisons. Piège numéro 3, précipiter les engagements. À cet âge, on pense qu'il faut aller vite parce qu'on a moins de temps devant nous, mais la précipitation est rarement bonne conseillère. Éménager ensemble après 3 mois, parler mariage après 6 mois, laisser le temps au temps, observer la personne dans différents contextes, dans la durée. Le véritable caractère se révèle dans le temps, pas dans l'euphorie des débuts. Piège numéro 4, négliger les signaux d'alarme parce que, à mon âge, je ne peux pas être trop exigeante. Si vous pouvez, vous devez même. Si quelqu'un montre des comportements toxiques
jalousie excessive, contrôle, manipulation émotionnelle, manque de respect, peu importe son charme ou combien vous avez attendu cette rencontre, partez. Vous n'êtes pas désespéré, vous êtes sélective et c'est votre droit, votre responsabilité même. Parlons de l'attachement maintenant. C'est un concept fondamental en psychologie relationnelle. Il existe 4 styles d'attachement: sécure, anxieux, évitant et désorganisé. La majorité des adultes ont un attachement sécure, ce qui signifie qu'ils sont capables d'intimité sans perdre leur autonomie, capables de gérer les conflits sainement, capables de faire confiance sans être naïfs. Mais beaucoup de personnes, surtout celles qui ont vécu des relations difficiles, ont développé des attachements insécures. L'attachement anxieux se manifeste par une peur constante de l'abandon, un besoin de réassurance excessive, une difficulté à être seul. L'attachement évitant se caractérise par une peur de l'intimité, une valorisation extrême de l'indépendance, une difficulté à exprimer ses émotions. Et l'attachement désorganisé mélange les deux, créant un chaos relationnel où on désire et on fuit simultanément l'intimité. La bonne nouvelle, l'attachement peut évoluer. C'est là que la neuroplasticité dont je parlais tout à l'heure entre en jeu, avec un travail thérapeutique, avec de la conscience, avec des relations saines. Un attachement insécure peut progressivement devenir plus sécure, mais ça demande du travail. Ça demande de reconnaître ses patterns, de comprendre d'où ils viennent souvent de l'enfance ou de relations passées traumatisantes, et de consciemment créer de nouveaux comportements. Un exercice que je recommande: observez vos réactions dans les situations relationnelles stressantes. Quand votre partenaire ne répond pas immédiatement à vos messages, que faites-vous? Paniquez-vous et envoyez 10 messages supplémentaires? Attachement anxieux. Ou au contraire, vous dites-vous: peu importe, je n'ai besoin de personne de toute façon? Attachement évitant. Ou arrivez-vous à vous dire calmement: il ou elle est probablement occupé, je vais patienter? Attachement sécure. Cette conscience de vos patterns est le premier pas vers le changement. Parce que vous ne pouvez pas changer ce que vous ne reconnaissez pas. Abordons maintenant un sujet délicat mais important: la différence d'âge dans les couples. C'est un débat houleux. Certains disent que l'âge n'est qu'un nombre. D'autres critiquent violemment les couples avec écart d'âge significatif. Où est la vérité? Comme souvent, dans la nuance. Un écart d'âge n'est pas problématique en soi. Ce qui peut être problématique, ce sont les dynamiques de pouvoir inégales. Si une différence d'âge s'accompagne d'une différence d'expérience, de ressources financières, de statut social qui crée un déséquilibre de pouvoir, oui, c'est inquiétant. Mais si 2 adultes matures, conscients, autonomes, choisissent de vivre une relation malgré un écart d'âge, qui sommes-nous pour juger? Cela dit, mes amis, si vous avez 55 ans et qu'un homme de 30 ans vous court après, posez-vous des questions. C'est pas impossible qu'il soit sincère, mais c'est rare. Souvent, il y a des motivations cachées: intérêts financiers, problèmes d'attachement non résolus avec la mère, recherche de stabilité qu'il ne trouve pas avec les femmes de son âge. C'est pas une généralité, mais soyez vigilante et demandez-vous qu'est-ce que vous recherchez dans cette relation. Si c'est la validation de votre attractivité par un homme plus jeune, ce n'est pas très solide comme fondation. À l'inverse, une femme de 50 ans avec un homme de 65, ou vice-versa, pourquoi pas? Les écarts se ressentent moins à cet âge. Vous êtes tous les deux dans la même phase de vie globalement. Parlons finances maintenant, parce que c'est aussi une réalité des relations après 40 ans. 2 personnes établies professionnellement, chacune avec son patrimoine, ses habitudes financières, parfois des obligations envers des enfants ou des ex. Comment gérer tout ça? C'est un sujet crucial qui, s'il n'est pas abordé clairement, peut devenir une source majeure de conflits. Ma recommandation: transparence et respect de l'autonomie financière. Vous n'êtes pas obligé de fusionner complètement vos finances. Beaucoup de couples matures fonctionnent très bien avec des comptes séparés et un compte commun pour les dépenses partagées.
Chacun conserve son autonomie, sa liberté, tout en contribuant équitablement à la vie commune. Et surtout, parlez-en ouvertement. Dès que la relation devient sérieuse, discutez de vos situations financières, de vos dettes éventuelles, de vos projets. C'est pragmatique, c'est adulte et c'est nécessaire. L'amour ne paie pas les factures, mes amis. La romance n'exclut pas le pragmatisme. Une question qui revient souvent, faut-il vivre ensemble? Encore une fois, il n'y a pas de réponse universelle. Certains couples matures sont très heureux en vivant séparément, ce qu'on appelle le LAT, Living Apart Together. Chacun conserve son espace, son intimité, son autonomie. Ils se voient régulièrement, passent des nuits ensemble, partagent des activités, mais rentrent chacun chez soi. Pour certains, c'est la formule idéale qui combine intimité amoureuse et liberté personnelle. D'autres préfèrent la cohabitation, avec toute la proximité et la complicité quotidienne que cela implique. Il n'y a pas de bon choix. Il y a le choix qui vous convient à vous, en fonction de votre personnalité, de vos besoins, de votre situation. L'important, et je ne le répéterai jamais assez, c'est la communication. Dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce dont vous avez besoin, ne pas attendre que l'autre devine, ne pas jouer à des jeux psychologiques. À 40, 50, 60 ans, on n'a plus le temps ni l'énergie pour ces enfantillages. Soyez direct, soyez clair, soyez respectueuse mais ferme. Un dernier point sur la communication, apprenez à vous disputer sainement. Oui, vous allez vous disputer, même dans les meilleures relations, même avec la personne la plus compatible, les conflits sont inévitables. Ce qui compte, c'est comment vous les gérez. Voici quelques règles d'or pour les disputes constructives. 1. Attaquer le problème, pas la personne. Tu me frustres quand tu ne réponds pas à mes messages. Est différent de tu es un égoïste incapable de penser aux autres. Voyez la différence? Le premier exprime un sentiment et un comportement spécifique. Le second est une attaque personnelle. 2. Utiliser le je plutôt que le tu. Je me sens négligé quand, plutôt que tu me négliges. Ça change tout. Ça ouvre le dialogue au lieu de mettre l'autre sur la défensive. 3. Écoutez activement. Vraiment écouter, pas juste attendre votre tour pour parler. Reformulez ce que l'autre dit pour vous assurer que vous avez bien compris. Si je comprends bien, tu te sens. Ça montre que vous prenez au sérieux les sentiments de l'autre. 4. Admettez vos torts. Si vous avez fait quelque chose de blessant, excusez-vous. Sincèrement. Je suis désolé, j'ai eu tort d'eux, sans justification sans mais, une vraie excuse, adulte, mature. 5. Chercher des solutions, pas des coupables. Le but d'une dispute n'est pas de déterminer qui a raison, mais de résoudre le problème. Comment pouvez-vous éviter que cette situation se reproduise? Qu'est-ce que chacun peut faire différemment? Ces compétences de communication, mes amis, sont ce qui différencie les relations qui durent de celles qui explosent au premier conflit sérieux. Et honnêtement, ce sont des compétences qui s'acquièrent avec l'expérience et la maturité. Encore un avantage de l'amour après 40 ans. Parlons maintenant de la sexualité plus en détail, parce que c'est un sujet que beaucoup évitent, mais qui est fondamental. Les changements physiques liés à l'âge affectent la sexualité, c'est indéniable. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, pas nécessairement de manière négative, oui, la lubrification vaginale peut diminuer après la ménopause. Solution, délubrifiant. Simple. Oui, les érections peuvent être moins spontanées chez les hommes vieillissants. Solution, plus de préliminaires, éventuellement un traitement médical. Ce ne sont pas des obstacles insurmontables. Ce qui change surtout, c'est que la sexualité devient moins centrée sur la performance et plus sur le plaisir partagé. On ne fait plus l'amour pour prouver quelque chose. On le fait parce qu'on en a envie, parce que c'est agréable, parce que ça rapproche. Cette liberté intérieure est incroyablement libératrice. Beaucoup de femmes me disent qu'elles découvrent leur sexualité après 50 ans. Plus de peur de tomber enceinte, plus de petits-enfants qui peuvent débarquer dans la chambre à tout moment, plus de complexes sur leur corps,
une meilleure connaissance de leurs propres désirs, tous ces facteurs se combinent pour créer une vie sexuelle potentiellement extraordinaire. Mais pour ça, il faut communiquer avec son partenaire, dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, oser essayer de nouvelles choses, se débarrasser de la routine. Oui, la routine sexuelle existe, même après 40 ans, c'est même peu être plus insidieux parce qu'on pense qu'on sait déjà tout, erreur. Il y a toujours quelque chose à découvrir, à explorer, à réinventer. Et si vous rencontrez des difficultés sexuelles, douleurs, baisse de libido, problèmes d'excitation, consultez un professionnel, médecin, sexologue. Ce ne sont pas des sujets tabous. Ce sont des problèmes médicaux ou psychologiques qui ont des solutions. Ne souffrez pas en silence, par honte ou pudeur. Revenons sur les bénéfices concrets de l'amour après 40 ans, parce qu'il est temps de célébrer ce que cette période de la vie apporte. Bénéfice 1, vous savez qui vous êtes. Fini le temps où vous cherchiez votre identité à travers le regard de l'autre. Vous avez une personnalité établie, des valeurs claires, une vision de la vie. Cela crée des relations beaucoup plus authentiques. Bénéfice 2, vous avez de l'expérience. Vous reconnaissez les signes d'alarme, vous savez ce qui fonctionne pour vous, vous avez développé des compétences relationnelles. C'est un atout majeur. Bénéfice 3, vous avez moins de temps à perdre. Ça semble négatif dit comme ça, mais c'est en fait positif. Vous n'allez pas gaspiller 3 ans dans une relation qui ne va nulle part par peur de la solitude. Vous êtes plus sélective, plus efficace dans vos choix. Bénéfice 4, vous avez votre propre vie, carrière, amis, passion, indépendance financière. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour exister. Vous voulez quelqu'un pour enrichir une vie déjà épanouie. C'est une base infiniment plus saine. Bénéfice 5, vous êtes libéré des pressions sociales. À 20 ans, on subit la pression du il faut se marier, avoir des enfants. À 50 ans, plus personne ne vous demande quand vous allez vous caser. Cette liberté psychologique est précieuse. Alors oui, l'amour après 40 ans n'est pas impossible, il n'est pas même difficile, il est juste différent. Et cette différence, si vous l'embrassez pleinement, peut vous mener vers les relations les plus riches et satisfaisantes de votre vie. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques conseils pratiques concrets pour cultiver cette ouverture à l'amour. Conseil 1, travaillez sur vous-même d'abord, thérapie, développement personnel, méditation, peu importe. Faites le ménage émotionnel, guérissez vos blessures, comprenez vos patterns. Vous ne pouvez pas construire une relation saine si vous êtes vous-même en morceaux. Conseil 2, sortez de votre zone de confort. Essayez de nouvelles activités, fréquentez de nouveaux lieux, rencontrez de nouvelles personnes. L'amour ne viendra pas frapper à votre porte si vous passez tous vos week-ends seuls devant Netflix. Conseil 3, soyez ouverte d'esprit sur qui pourrait être votre partenaire. Avez-vous toujours eu un type grand, brun, ingénieur? Et si votre âme sœur était un prof de philo blond et de taille moyenne? Élargissez vos critères. Focalisez-vous sur les valeurs, le caractère, la compatibilité réelle. Conseil 4. Prenez soin de vous, pas pour plaire aux autres, mais pour vous-même. Exercice physique, alimentation équilibrée, sommeil suffisant, vêtements dans lesquels vous vous sentez bien. Quand vous vous sentez bien dans votre peau, ça se voit et c'est attirant. Conseil 5. Cultivez votre vie sociale. Vos amis sont précieux, ne les abandonnez pas dès qu'une possibilité romantique apparaît. Une vie équilibrée inclut l'amour romantique, mais aussi l'amitié, la famille, les loisirs. Conseil 6, soyez patiente mais active. Ne tombez pas dans l'attente passive du prince charmant, mais ne vous précipitez pas non plus sur le premier venu par peur de rester seul. Trouvez l'équilibre entre action et patience. Conseil 7, protégez votre paix intérieure. Si quelqu'un perturbe constamment votre tranquillité d'esprit, si une relation vous draine plus qu'elle ne vous nourrit, ayez le courage de partir. À votre âge, la paix intérieure est plus précieuse que n'importe quelle relation.
Je vous ai parlé de neuroplasticité, d'attachement, de communication. Laissez-moi maintenant vous parler de quelque chose d'encore plus fondamental, l'amour de soi. Parce que franchement, c'est là que tout commence et tout se termine. Vous ne pouvez pas recevoir d'amour sain si vous ne vous aimez pas vous-même. Ce n'est pas du blabla de développement personnel à 2 balles. C'est une réalité psychologique profonde. Si vous ne vous considérez pas digne d'amour, vous saboterez systématiquement les bonnes relations et vous accrocherez aux mauvaises. L'amour de soi, c'est pas du narcissisme. C'est pas croire que vous êtes parfaite et supérieure aux autres, c'est reconnaître votre valeur intrinsèque en tant qu'être humain, avec vos qualités et vos défauts, vos réussites et vos échecs. C'est vous traiter avec la même bienveillance que vous traiteriez votre meilleur ami. Exercice, imaginez que votre meilleur ami vienne vous voir et vous dise je suis moche, je suis vieille, personne ne voudra jamais de moi. Que lui répondriez-vous? Vous la prendriez dans vos bras, vous lui énumériez toutes ses qualités, vous lui diriez qu'elle est extraordinaire, n'est-ce pas? Alors pourquoi, quand c'est vous qui pensez ces choses de vous-même, vous les acceptez comme des vérités? Traitez-vous avec la même compassion que vous offrez aux autres. L'amour de soi se construit progressivement, par petites actions quotidiennes. Se parler avec bienveillance, célébrer ses petites victoires, s'accorder du repos sans culpabilité, poser des limites saines, dire non quand c'est nécessaire, poursuivre ses propres rêves et passions. Et voici quelque chose d'important, l'amour de soi ne dépend pas de votre statut relationnel. Vous n'êtes pas plus valable en couple que célibataire. Vous n'êtes pas incomplète, sans partenaire. Vous êtes entière, toujours, peu importe. Une relation amoureuse ajoute une dimension à votre vie, elle ne la définit pas. C'est d'ailleurs le piège dans lequel tombent beaucoup de femmes après 40 ans. Elles pensent qu'elles ont besoin d'un homme pour être heureuses, complètes, validées. Et résultat, elles acceptent n'importe quoi, n'importe qui, par peur de la solitude. Et elles se retrouvent dans des relations toxiques qui les rendent bien plus malheureuses que la solitude ne l'aurait fait. Rappelez-vous ceci, la solitude et être seul, ce n'est pas la même chose. Être seul est un état relationnel. La solitude est un sentiment. Vous pouvez être entouré de gens et vous sentir profondément seul. Ou vous pouvez être célibataire et vous sentir complètement épanoui. Ce n'est pas le nombre de personnes dans votre vie qui compte, c'est la qualité de votre relation avec vous-même et avec les autres. Si vous vous sentez désespérément seul, le problème n'est pas l'absence de partenaire romantique, le problème est un vide intérieur que vous essayez de combler de l'extérieur. Et ça ne marche jamais durablement. Aucun partenaire, aussi merveilleux soit-il, ne peut combler un vide existentiel. C'est votre travail à vous. Alors avant de chercher l'amour à l'extérieur, assurez-vous d'avoir cultivé l'amour à l'intérieur, développé une relation riche avec vous-même, apprenez à apprécier votre propre compagnie, découvrez ce qui vous fait vibrer, indépendamment de toute validation externe, c'est de là que naissent les relations les plus belles et les plus durables. Maintenant, je veux aborder quelque chose que beaucoup refusent d'envisager, la possibilité de rester célibataire. Parce que oui, c'est une option légitime. Et pour certaines d'entre vous, peut être la meilleure option. Il n'y a aucune obligation de trouver un partenaire romantique. Si votre vie est pleine, riche, satisfaisante, sans relation amoureuse, c'est parfaitement valable. Le problème, c'est que notre société stigmatise encore énormément le célibat, surtout pour les femmes. On vous regarde avec pitié, on vous pose des questions indiscrètes, on essaie de vous caser à tout prix, comme si votre vie ne pouvait pas être complète sans un homme à vos côtés. C'est insultant et faux. Certaines des femmes les plus épanouies que je connais sont célibataires, par choix. Elles ont des vies professionnelles stimulantes, des amitiés profondes, des passions dévorantes, une vie sociale active. Elles voyagent, créent, contribuent. Elles sont heureuses. Point final. Donc si vous lisez ceci et que vous vous rendez compte que finalement vous êtes satisfaite de votre vie de célibataire, ne laissez personne vous faire sentir que quelque chose manque. Il ne manque rien.
Vous êtes complète telle que vous êtes. Par contre, si vous désirez vraiment une relation amoureuse, si ce désir est authentique et non pas une réponse à la pression sociale, alors oui, cherchez-la activement, mais avec discernement, avec standard, avec respect de vous-même. Voici ce que je veux que vous reteniez de tout ce que j'ai dit aujourd'hui. L'amour après 40 ans n'est pas seulement possible, il peut être extraordinaire. Différent de celui de vos 20 ans, oui, mais pas moindre, en fait potentiellement bien meilleur, plus conscient, plus mature, plus authentique. Vous avez aujourd'hui des atouts que vous n'aviez pas dans votre jeunesse. L'expérience, la connaissance de soi, la clarté sur vos valeurs, la capacité à communiquer, la maturité émotionnelle. Ce sont des fondations infiniment plus solides que la simple passion hormonale de la jeunesse. Les obstacles existent, je ne vais pas vous mentir. Les bagages émotionnels, les peurs, les changements physiques, la complexité logistique, mais aucun de ces obstacles n'est insurmontable. Avec du travail sur soi, avec de l'ouverture d'esprit, avec du courage, vous pouvez les dépasser. Et surtout, rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas de votre âge ou de votre statut relationnel. Vous êtes précieuse, digne d'amour, désirable exactement telle que vous êtes maintenant, pas dans 10 kilos de moins, pas avec 10 ans de moins. Maintenant, alors voici votre défi pour cette semaine. Identifiez une croyance toxique que vous entretenez sur l'amour après 40 ans. Peut être je suis trop vieille. Peut être les hommes bien sont tous pris. Peut être je ne mérite pas le bonheur. Identifiez-la, écrivez-la sur un papier. Et puis écrivez en face 3 arguments factuels qui la contredisent. 3 preuves que cette croyance est fausse. Faites cet exercice. C'est le premier pas pour reprogrammer votre cerveau, pour créer de nouvelles connexions neuronales qui soutiennent une vision plus saine et réaliste de l'amour à votre âge. Et rappelez-vous, désapegars, noes des amors, se détacher des illusions toxiques sur l'amour, ce n'est pas renoncer à l'amour. C'est faire de la place pour un amour plus vrai, plus solide, plus nourrissant. Si quelqu'un, que ce soit un partenaire potentiel, un ami, ou même votre propre voix intérieure, ne vous agrège pas de valeur à la vie, agrégale le recyclage. Recyclez-le, faites de la place pour ce qui vous élève vraiment. Vous méritez un amour rationnel, un amour qui fait sens, qui vous respecte, qui vous célèbre. Ne vous contentez pas de moins par peur de rester seul. Parce que franchement, mieux vaut être seule et sereine qu'en couple et malheureuse. Maintenant, si cet exposé vous a fait réfléchir, si vous vous êtes reconnu dans certaines descriptions, si vous avez eu des prises de conscience, faites-moi plaisir, abonnez-vous à cette chaîne, laissez un commentaire pour partager votre expérience. Quelle est votre plus grande peur concernant l'amour après 40 ans? Qu'est-ce qui vous retient? Partagez-le. L'écrire, c'est déjà commencer à le dépasser. Et si vous connaissez une amie qui traverse des doutes sur sa capacité à trouver l'amour à cet âge, partagez-lui cette vidéo. Vous pourriez changer sa perspective et qui sait, peut être sa vie. L'amour après 40 ans n'est pas un rêve impossible, c'est une possibilité concrète, accessible, magnifique, à condition d'avoir le courage de déconstruire les mythes, de travailler sur soi et de s'ouvrir avec discernement. Vous n'êtes pas trop vieille, vous n'êtes pas périmée, vous n'êtes pas dépassée. Vous êtes exactement au bon moment de votre vie pour vivre l'amour le plus authentique et satisfaisant que vous ayez jamais connu. Alors arrêtez d'attendre, arrêtez de vous sous-estimer, arrêtez de croire les mensonges que la société vous raconte, prenez votre vie amoureuse en main, avec intelligence, avec dignité, avec espoir réaliste. L'amour après 40 ans existe. Il vous attend. La question n'est pas de savoir si il est possible, la question est, êtes-vous prête à faire le travail nécessaire pour y accéder? Je crois en vous, maintenant croyez en vous aussi, et maintenant passez à l'action. Cette semaine, faites au moins une chose qui vous rapproche de l'amour que vous méritez. Une seule chose. Inscrivez-vous sur une application, rejoignez un club,
Appelez cet ami qui connaît quelqu'un. Prenez rendez-vous avec un thérapeute pour travailler sur vos blocages. Peu importe. Mais faites quelque chose. Parce que rien ne changera si vous ne changez rien. Je vous laisse avec cette pensée. L'amour après 40 ans, c'est pas retrouver ce que vous aviez à 20 ans. C'est découvrir quelque chose que vous ne pouviez même pas imaginer à 20 ans. Quelque chose de plus profond, de plus réel, de plus durable. Bonne chance, mes amis. Vous le méritez.